Bonjour Jean-Michel, Ça va? ça va bien? Ouais. Bon, bah Très super, bien. je crois que la connexion cette fois marche bien. Oui, je suis d'accord. Bon, bah super, super. Bon, bah écoute, très sympa j'avais beaucoup j'attendais beaucoup ce live. J'avais pas mal de questions et j'ai eu pas mal de questions aussi de patientes sur ce live. Donc, je voulais voir un petit peu avec toi déjà commencer par comme on avait commencé la dernière fois. Quand je t'envoie par exemple une patiente en consultation, une patiente pour laquelle je lui ai indiqué de perdre du poids avant de lui proposer une intervention chirurgicale, c'est souvent le cas, comme je le disais auparavant, pour tout ce qui est plastie abdominale. Souvent, on a un excès, ce qu'on appelle une adiposité intra-abdominale, on a souvent un excès de graisse pour lequel la chirurgie ne peut pas faire grand-chose et on est obligé de faire un régime, de perdre du poids pour arriver dans les conditions optimales pour pouvoir opérer les patients non seulement pour, premièrement, avoir le meilleur résultat esthétique, et deuxièmement, pour limiter les complications. Donc moi, ma question, je vais te demander déjà, c'était, est-ce que tu peux nous parler de la... Bon, pas comme une simulation, mais voilà, une patiente qui vient te voir en consultation, que j'ai vue, qui te dit, voilà, je veux me faire opérer, on m'a conseillé de perdre 10-15 kilos. Comment se passe la consultation? Est-ce que tu commences par une enquête nutritionnelle? Est-ce que tu peux nous guider un petit peu là-dessus, nous dire un petit peu ton expérience là-dessus? On est obligé de faire une enquête nutritionnelle parce que c'est ça qui va conditionner en fait la prescription. Donc la première chose que je cherche à avoir, c'est à dater la prise de poids. C'est-à-dire à quel D'accord. moment elle a eu lieu. Est-ce que c'est une prise de poids constitutionnelle? Ça veut dire qu'elle est quasiment génétique, alors que ça soit génétique par l'intermédiaire de l'ADN, c'est-à-dire des chromosomes, ou qu'elle soit génétique par le comportement alimentaire de la famille, qui peut être très spécifique. Donc déjà, je veux savoir ça. Si c'est un surpoids d'origine constitutionnelle, on est obligé de spéculer déjà sur le fait qu'il va falloir entamer une rééducation complète. Après, j'ai le choix. Soit je vais m'occuper exclusivement de l'amaigrissement au début et je ferai la rééducation après, soit je commence par des régimes qui ont un côté rééducant. Tu vois, le terme rééquilibrage alimentaire, il m'énerve parce qu'en fait, les rééquilibrages alimentaires, c'est ce qu'on fait depuis les années 1980. C'est en fait des régimes modérés et bien équilibrés, mais ça reste quand même des régimes. À partir du moment où il y a une restriction énergétique, ça reste un régime. Même arrêter de manger le pain ou arrêter de manger le gluten, c'est un régime sans gluten. Donc les rééquilibrages alimentaires, c'est manger équilibré, c'est quand même super normal dans tous les régimes. La deuxième chose, c'est voir si c'est un surpoids accidentel. Si c'est un surpoids accidentel, ça veut dire, bon, il y a eu un événement de vie, il y a eu un changement de profession, il y a eu même un changement d'adresse, il y a 1000 raisons, et c'est une prise de poids inopinée. C'est quelqu'un qui n'avait pas qui n'avait pas comme destination d'être gros, mais qui a pris du poids à un moment donné. Là, c'est beaucoup plus facile. Et l'essentiel de mon boulot, ça va être de préserver cette personne. Ça veut dire de l'empêcher de rentrer dans les régimes yo-yo. Autrement dit, il faut que je garantisse la perte de poids tout de suite. Ça veut dire il faut que je la fasse de façon astucieuse et je suis obligé, donc, dans ces cas-là, de ne pas martyriser la personne. J'essaye de coller le plus possible à ses habitudes alimentaires tout en faisant une restriction calorique. Après, la deuxième chose, c'est de vérifier la pathologie. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a, bon, ça c'est ton job, mais je veux dire, est-ce que derrière un gros ventre ne se cache pas une éventration de temps en temps? Donc, et d'envisager toutes les pathologies. Est-ce qu'il y a une hypertension? Est-ce qu'il y a des maladies cardiovasculaires, etc. Et en particulier, par exemple, il y a quelque chose que peu de gens savent, c'est quand on fait maigrir un obèse, un vrai obèse, si on décide d'avoir une cadence soutenue, il faut faire très attention à l'arrivée d'une crise de goutte chez ces personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut que je vérifie qu'elle ne va pas faire ou qu'il ne va pas faire une crise de goutte ou une cholécystite, parce que c'est très fréquent de révéler un caillou dans la vésicule uniquement au cours d'un régime. Donc, je vais faire ce boulot-là. Ensuite, je vais évaluer psychiquement la personne. Ça veut dire, est-ce qu'elle est dépressive? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est angoissée? Est-ce qu'elle est parfaitement détendue? Je vais évaluer son sommeil pour savoir s'il y a déjà le sommeil me donne des indications psychiques. Et après, je fais un interrogatoire alimentaire. Et là, après, une fois que j'ai fini ça, une fois que j'ai fini cet interrogatoire alimentaire, je sais à peu près comment orienter le régime. Je connais à peu près le niveau énergétique, je connais à peu près le pronostic, et en même temps, je vais essayer de coller un régime qui soit compatible avec les habitudes alimentaires de la personne. Il y a des gens qui n'aiment pas manger au petit déjeuner. En fait, le petit déjeuner n'est pas le meilleur repas de la journée, contrairement au slogan. Donc ceux-là, il faut leur prévoir une collation. Il y en a d'autres qui ont besoin de manger très vite le midi. Bon, ben voilà, pourquoi pas manger un sandwich, etc., etc. Et après, je vais essayer une fois que j'ai le niveau énergétique,
que j'ai pris la décision, je vais fabriquer un régime qui va être adapté à la personne le plus possible. Voilà. Donc, c'est des régimes qui sont sur mesure, adaptés à chaque patient en fonction de la Oui, mais perte de enfin, poids. oui, mais enfin, si tu veux, quelque part, bon, moi je les manipule avec facilité, mais on a quand même des standards de régime, et c'est autour de ces standards de régime que je vais refabriquer un régime. C'est-à-dire, je vais partir d'un régime base, j'appelle ça les régimes squelettes, et à partir du régime squelette, je vais tailler. C'est-à-dire, je peux enlever le petit-déj pour mettre autre chose, je peux remplacer le petit déjeuner par une collation, je peux enlever les produits laitiers pour ceux qui n'en veulent pas, mais les remplacer par autre chose. Donc, je vais partir d'un squelette de régime. Donc, je dois en avoir 80 à 100 et bon, je les connais par cœur. Et après, je vais refabriquer autre chose sur les indications. Mais ce que j'ai dit récemment, que ce soit dans les médias, dans les journaux ou à propos de la sortie du nouveau livre, c'est qu'on ne peut pas se contenter de faire un régime. Ça n'existe pas, ça. C'est un fantasme. Ça veut dire le régime, il va évoluer tout au long de l'amaigrissement, ne serait-ce que parce que quand quelqu'un a maigri, par exemple, au bout d'un moment, il a allégé sa charge pondérale, donc il dépense moins d'énergie. Donc la même personne avec le même régime qui lui a fait perdre 5-6 kilos le premier mois, elle perd rien le deuxième mois. Donc il faut changer de régime. C'est pour ça que j'arrête pas de dire il faut une galaxie de régimes. C'était quand je dis il faut une galaxie de régimes, j'ai des séquences ultra rapides, j'ai des séquences très lentes, j'ai des séquences modérées, j'ai de temps en temps des régimes flash, etc. Donc il faut une galaxie de régimes. Il faut suivre l'évolution d'un régime. Tu utilises beaucoup en ce moment la méthode du jeûne intermittent ou pas? Parce que j'ai beaucoup de patients qui m'en parlent. Alors, écoute, je l'utilise, mais pas du tout comme les personnes le font, parce que très peu de gens ont compris. Le jeûne intermittent, en fait, à la base, c'est moi qui l'ai mis à l'honneur il y a 4 ans, à la suite de 2 articles américains qui avaient montré que le petit déjeuner était loin d'être un standard de nourriture et qui avaient évalué 4 types de jeûnes, un jeûne de 16 heures, un jeûne de 20 heures, 3 types, pardon, un jeûne de 16 heures, un jeûne de 20 heures et un jeûne de 24 heures. Et ils avaient constaté qu'au bout de 16 heures, il y avait une mobilisation plus importante des graisses qu'à 20 heures ou à 24 heures. Cependant, les gens n'ont pas compris ce régime. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux considèrent qu'il suffit d'arrêter de manger pendant 16 heures et de manger pendant 8 heures pour maigrir. Ce n'est pas vrai. Il faut quand même, pendant les 8 heures, observer une séquence alimentaire qui soit compatible avec la perte de poids. Il faut faire ça. Si on ne fait pas ça, il n'y aura pas d'amaigrissement. La meilleure preuve, je l'ai dit cette semaine, je ne sais plus où, la meilleure preuve, c'est que les musulmans font le ramadan. C'est un jeûne intermittent de 16 heures. Plus des fois que 16 heures. Eh bien, certains d'entre eux grossissent et d'autres maigrissent et d'autres ne changent pas de poids. Donc, ça veut dire que ça ne change pas le sujet. Jeûne intermittent, on est obligé quand même d'avoir une stratégie alimentaire. Sur le long terme, c'est difficile à suivre. Par contre, nous, on l'utilise. Enfin, moi, le site Savoir Maigrir et ce que je conseille, on l'utilise sur des séquences courtes. C'est-à-dire quand je suis en blocage sur un amaigrissement, quand je suis en phase de plateau, j'ai différentes stratégies. Et parmi ces stratégies, j'ai le jeûne intermittent. Donc, je peux le faire de 48 heures à 8 jours. Mais le faire régulièrement, ça n'a pas vraiment, c'est pas la révolution du siècle, quoi. D'accord. Moi, j'ai une question qui me revient souvent. Alors, quand j'ai des patients qui viennent me voir, alors bon, forcément, je suis chirurgien. C'est pas le but d'opérer tout le monde. Ce que je cherche, c'est surtout que le patient arrive à ses objectifs. Mais souvent, quand ils perdent beaucoup de poids, il y a ce relâchement cutané. Et donc, après, il y a la chirurgie qui intervient où on va retendre la peau. On va faire soit un lifting des bras, soit une plastie abdominale, soit même on peut être amené à faire un lifting des seins aussi. Ma question, c'est par rapport à ces régimes où on va perdre du poids, est-ce qu'il y a certains régimes où on va peut-être ralentir un petit peu ce relâchement cutané pour permettre, entre guillemets, je ne dis pas d'éviter de passer par la cage chirurgie, mais d'essayer de la retarder au maximum. Parce que voilà, il y a plein de patients qui, pour eux, ils pensent que la solution, c'est la chirurgie. Alors moi, je leur dis toujours, c'est pas que je vous dis non, c'est pas que je suis restrictif, mais voilà, je veux qu'on soit dans les meilleures conditions. Et peut-être qu'en maigrissant, on n'aura même peut-être pas besoin de passer par la cage chirurgie. Donc ma question, c'est, est-ce que dans tes régimes, tu te dis que si je favorise ce régime-là, j'aurai un relâchement cutané plus important que tel ou tel régime? Plus on va vite dans un régime et plus on favorise le relâchement cutané. Plus on va vite, plus on perd l'élasticité rapidement de la peau. C'est un peu la même chose pour les piliers du diaphragme et pour les piliers gynécologiques. Ça veut dire que dans un grand amaigrissement qui va vite,
on a un relâchement de ces piliers qui peuvent entraîner des hernies hiatales ou des descentes d'organes à un âge plus avancé. Pour moi, je peux te dire que c'est totalement imprévisible. Ça veut dire, je ne sais pas. En début d'amaigrissement, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de l'esthétique et de la peau. Et je préviens souvent les gens en disant qu'une partie d'entre eux auront peut-être de la chance et que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de peau flasque, et qu'une autre partie aura une peau flasque, à eux de choisir s'ils entament une chirurgie plastique ou pas une chirurgie plastique. Ce qui est sûr, c'est que sur un grand amaigrissement, dès qu'on va dépasser les 20 kilos de perte de poids, ou 30 kilos de perte de poids, c'est à peu près certain qu'il faudra faire une chirurgie esthétique. À peu près certain. Selon le désir de chacun. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que on n'arrive pas à retenir le tissu. Ça veut dire que nous, on est en charge de faire perdre du tissu gras. Le tissu qui est intracorporel, mais aussi le tissu qui est sous-cutané. Donc, la graisse qui est sous-cutanée, une fois qu'elle a disparu, ben, c'est l'histoire du sac en plastique qui est plein d'oranges. Si j'enlève les oranges, il reste le sac, mais il a été distendu. Donc après, c'est une question individuelle. C'est vraiment. Donc moi, je préfère faire la chirurgie esthétique en fin de parcours. Bien sûr, c'est beaucoup plus élégant parce que le résultat final est très beau. On peut le faire avant quelques kilos avant la fin, parce que, alors par exemple, tu parles des seins, du ventre. C'est vrai que sur une plastie abdominale, tu vas retirer un peu de poids. Pareil pour les seins, mais dans la réalité, ça peut créer un effet d'entraînement aussi. Exactement. Et pour finir le régime. Exactement. Alors ça, c'est bien ce que tu dis, c'est important parce que, enfin, moi, quand je vois des patients, par exemple, qui sont en surpoids, pour ce qui est, par exemple, de la chirurgie du ventre, je leur dis, il faut maigrir absolument. Mon objectif, c'est toujours de les opérer avec un IMC. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, donc l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré. Mon but, c'est toujours de les opérer avec un IMC qui est inférieur à 30, parce que les études montrent qu'on a moins de complications, l'intervention se déroule mieux et que les suites opératoires sont beaucoup plus simples. Par contre, une patiente qui vient me voir avec une hypertrophie mammaire importante, invalidante, des douleurs dorsales, docteur, je ne peux plus, ça me tire dans les épaules, vous voyez la marque du soutien-gorge, les empreintes du soutien-gorge que vous voyez, ces patientes-là, je décide de les opérer malgré qu'ils soient en surpoids. Pourquoi ? Parce que je me rends compte qu'une fois que je leur ai réduit les seins, une fois que les seins ont été réduits et remontés, ils ont tendance à plus se focaliser sur leur ventre et spontanément, ils perdent du poids. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une patiente là qui est en train de suivre le live que j'ai vu ce matin en consultation, je consulte aussi le dimanche, que j'ai opéré il y a à peu près 1 mois et demi et d'une réduction mammaire qui s'est très bien passée. Et depuis que je l'ai revue, elle a perdu 25 kilos. Et elle a perdu 25 kilos spontanément. C'est-à-dire qu'elle a eu ce déclic. Et là, quand je l'ai revue, elle était ravissante, rayonnante, un sourire. Et elle me dit, docteur, la prochaine étape, ça sera mon ventre. C'est même pas moi qui lui ai parlé de son ventre, c'est elle qui m'en a parlé. Tout ça pour dire que le fait de l'avoir opéré de ses seins, ça lui a fait prendre conscience de son surpoids, ça lui a fait prendre conscience qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose pour se sentir mieux. Et là, elle a eu ce déclic et elle a réussi à perdre tout ce poids. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Une chose aussi qui est pas mal que je vois en consultation, c'est le tabac et le régime. Alors, j'ai des patientes que je vois en consultation à qui je dis il faut maigrir, mais ils sont fumeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le tabac, mais si on arrête le tabac, on va prendre du poids, on perd le poids. Quelle est ta stratégie face à tout ça ? Parce que moi, je suis même si j'essaye de faire les régimes les plus agréables du monde, la mise sous régime, elle comporte une part de frustration. Donc, et l'arrêt du tabac va entraîner une frustration. Et moi, je crois qu'une double frustration, c'est très difficile à tenir, sauf cas de motivation extrême. La prise de poids après l'arrêt du tabac, elle est naturelle, elle est normale. La nicotine est une substance thermogénique, c'est-à-dire qu'elle provoque une augmentation de la consommation d'énergie et de vitamine C et de calcium aussi. Mais elle provoque une augmentation de la dépense d'énergie. Donc, de ce fait, quand on arrête le tabac et qu'on perd cette dépense d'énergie, la prise de poids, en général, elle est de l'ordre de 4 kilos. C'est quelque chose de naturel. Donc, les gens qui arrêtent le tabac sont obligés, en principe, de suivre un régime s'ils veulent conserver le même poids, mis à part ceux qui auront l'astuce de remplacer le tabac par une augmentation de l'activité sportive ou qui vont contrôler eux-mêmes leur alimentation. Voilà. Donc, mais moi, je ne fais jamais les deux en même temps. Vraiment, je pense que c'est très difficile. Et donc, on choisit.
soit on arrête le tabac, soit on fait un régime, mais faire les deux en même temps, j'y crois pas du tout. La plupart du temps, ça a été des échecs. Chaque fois que je l'ai fait, parce que je me suis laissé influencer et la personne veut tout faire en même temps. Et au bout du compte, c'est tellement difficile que il y a un des deux arrêts il y a une des deux opérations qui se finit mal. Et en général, c'est les deux. Donc, moi, je pense que on maigrit, on arrête le tabac. D'ailleurs, c'est plus facile d'arrêter le tabac à la fin d'un amaigrissement parce que on est parti sur la lancée de l'amaigrissement. Normalement, on met en garde les personnes qui arrêtent de fumer, donc c'est peut-être plus facile. Mais ça me paraît difficile. Après, bon, il y a la nicotine, mais il y a aussi le geste. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à la compulsion de fumer que la compulsion de manger? C'est pour ça que je dis que c'est très difficile de faire les deux en même temps. Donc, on choisit un des deux, voilà. Mais si ça arrive, ça veut dire qu'on a eu un facteur de motivation qui était très intense, mais je ne peux pas jouer là-dessus. Ça veut dire que ça va être 10% des gens, mais 90% des gens, ça ne va pas bien se passer. Donc, je conseille de faire ça. Et après, de temps en temps, des personnes le font quand même. Tant mieux si ça marche. J'ai vu pas mal de patients ces derniers temps avec un phénomène, je ne sais pas si c'est depuis peut-être longtemps, mais c'est développé un peu l'utilisation de la spiruline. Alors, je ne sais pas si toi, tu l'utilises ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis là-dessus? Moi, j'ai un avis assez tranché sur ces substances. Alors, on sait que la spiruline, c'est un produit qui est riche en fer, qui est riche en acides aminés, qui est riche en plein de micronutriments. Le problème, c'est que quoi qu'un aliment contienne, quoi qu'il contienne, même s'il est le plus intéressant du monde, il faut atteindre toujours une certaine quantité pour obtenir un effet vraiment chimique. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas bouffer 100 grammes de spiruline par jour. Les gens vont en manger 15, 20 grammes, 10 grammes, etc. La quantité de nutriments, elle est proportionnelle à la quantité absorbée. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les aliments magiques. Il y en a régulièrement. L'année dernière, c'était la poudre de baobab. On a connu les baies de goji, on connaît les graines de lin, les graines de chia. Chaque fois, les amandes. Chaque fois, il y a une espèce d'aliment magique qui se développe parce que, à partir d'une recherche scientifique qui a montré qu'une substance à l'intérieur avait tel effet, c'est bon pour la santé. Non, si ça vous fait plaisir d'en prendre, prenez-en. Hein. C'est à la limite le produit que les gens n'utilisent pas et qui serait presque plus intéressant, c'est les algues séchées. Les algues séchées, c'est presque la même chose que la spiruline, sauf que ça contient plus d'iode. Donc, mais moi, je ne conseille pas ce genre de choses. Ça fait partie des gris-gris, donc c'est de la médecine magique, c'est pas mon truc. C'est quoi le principe en fait de la spiruline? Ça agit comment? Les gens ne savent pas. Ils pensent que ça booste leur immunité, ils se sentent mieux, mais les gens ne savent pas. En fait, les deux avantages, c'est que rapporter au produit, le taux de protéines est extrêmement important. Rapporter au produit, le taux de fer est extrêmement important. Mais quand tu prends, je te dis, 10-20 grammes d'un produit, tu ne peux pas avoir une quantité supérieure à ces 10-20 grammes. Donc, il y a quelques pourcents. Donc, ça contient plus que d'autres produits, mais ce n'est pas beaucoup plus intéressant. On n'a qu'à prendre des lentilles à la place, ce sera exactement la même chose. Et la chrononutrition, parce que j'entends parler aussi beaucoup, la chrononutrition. Il y a deux choses. On a regardé, ça a été testé, on a regardé si le fait… Alors, l'idée de départ, c'est de se dire qu'en fonction de l'horloge biologique ou de l'horloge hormonale, l'absorption des aliments ne serait pas la même. Donc, finalement, dans l'histoire de la chrononutrition, il fallait manger beaucoup le matin, un peu le midi et pas trop le soir. En fait, ça a été déjà, première chose, ça a été testé. Et ils ont vérifié ce que ça donnait de faire manger quelqu'un de cette façon-là par rapport à quelqu'un qui suivait un régime standard et équilibré. Les résultats ont été absolument identiques à niveau de calories égal. Il n'y avait pas de modification et c'était assez logique parce que l'alimentation, ce n'est pas quelque chose qui se passe au jour le jour. L'alimentation, c'est pour les glucides ou le glycogène, ça fonctionne sur 24-48 heures. Pour les protéines, il faut un minimum de 7 jours. Et pour les graisses, les modifications, elles interviennent sur 3 semaines. Donc, ça n'avait pas de sens sur le plan scientifique, mais il faut quand même toujours essayer. La deuxième chose, c'est que ça a marché chez certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne sur le principe du placebo. Ça veut dire que tous les régimes, mais absolument tous les régimes, ne donnent de résultats que si on a une modification de l'équation entre la consommation d'énergie et la dépense d'énergie. Le problème, c'est qu'on a plein de façons d'y arriver. Mais quand on crée un habillage marketing autour de cette stratégie, on fait croire aux gens que c'est l'élément marketing qui est responsable de la perte de poids, alors que ça reste quand même la restriction énergétique. Donc, voilà l'idée, c'est-à-dire de bouleverser les habitudes des gens en les faisant adopter un mode alimentaire différent de ce qu'ils connaissaient. Ils vont se fixer sur la nature de ce mode alimentaire et en réalité, ils vont décaler leur équation
consommation d'énergie et dépense d'énergie. La deuxième chose, c'est qu'il était normal pour les gens de peser moins lourd le matin que le soir, pour une raison très très simple. C'était simplement parce que déjeuner, le mot déjeuner, ça vient du mot jeûne. C'est-à-dire déjeuner, c'est arrêter le jeûne. Donc à partir du moment où ils ne mangeaient pas beaucoup le soir, le lendemain matin, ils avaient un poids légèrement inférieur. Donc ils étaient souvent contents au démarrage du régime. Voilà l'explication. Donc la chrononutrition, pourquoi pas si c'est dans le cadre d'une nourriture équilibrée. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'on mange beaucoup le matin, un peu le midi et pas le soir. Mais ça reste quand même, le principe de base, ça sera d'aboutir à une restriction énergétique. Si c'est plus agréable pour certains de le faire comme ça, pourquoi pas? Mais il y a des gens qui préféreront manger un peu le midi, beaucoup le soir et faire une collation dans la soirée. La répartition des aliments dans une journée, c'est une affaire individuelle. Chacun d'entre nous doit pouvoir décider. Quant aux histoires de cortisol, d'insuline, etc., on aurait été ravis que ça marche. Hein. On aurait déjà des médicaments pour ça si c'était le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, merci pour les commentaires sur le livre. Il y a quelqu'un qui me dit super votre livre, émouvant quand vous parlez de votre maman. Bah ouais. C'est l'histoire de la nutrition et de moi. Le livre, il est à peine, il est tout juste dans les. Je n'entends plus. Allô? Ouais. Ouais, le livre, il est à peine dans les kiosques là, parce que Il est arrivé jeudi. Ah, il est arrivé jeudi. Il est en vente que depuis, là on ne le voit pas, on le voit de travers, c'était la méthode Cohen. Il est arrivé jeudi, donc il a commencé à être dans les librairies, mais il y a très peu de temps. Et sur ce livre, c'est un concentré un petit peu de toutes tes années d'expérience, c'est un petit peu toute ton expérience. On n'entend pas bien, Jonathan, le son n'est pas très bon. Allô? Tu m'entends là? Le son n'est pas très bon. Allô, allô? Oui, on t'entend, mais c'est faible. Ah, je t'appelle. Allô, allô? Est-ce que c'est mieux là? Allô? Moyen. Mets tes deux écouteurs, peut-être. Ouais, voilà, ça va. Là, c'est mieux. Ouais, beaucoup mieux. Ouais, je disais par rapport au livre. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, je disais c'était un concentré en fait de ton expérience, de toutes tes années, de toutes tes consultations, de tout ça que tu as un petit peu résumé à travers ce livre. Oui, absolument. C'était, si tu veux, c'était le résumé de la stratégie que j'adopte. J'ai appelé ça la méthode Cohen pour faire un clin d'œil parce que je ne crois pas aux méthodes, mais je crois à la stratégie. Il y a une stratégie dans les régimes qui consiste à de temps en temps démarrer vite, de temps en temps démarrer lentement, de temps en temps démarrer de façon intermédiaire. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Je donne les explications, c'est-à-dire pourquoi je fais ça. Par exemple, le régime qui buzz beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle le régime œuf. En fait, c'est une stratégie de régime qui permet de perdre 3-4 kilos sur la première semaine. Pourquoi j'ai fait ça alors que pendant des années, je me suis refusé à le faire? C'était parce que j'ai entendu, je pense que les patients se connaissent mieux que nous. C'est-à-dire que nous, on pense les connaître. Mais eux, quand ils disent quelque chose, c'est peut-être pas avec nos mots, mais ils pensent, ils savent mieux que nous ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Et donc, beaucoup de gens me disaient, je veux commencer vite parce que ça va me motiver. Mais quand on commence vite, le plus vite du monde, ça serait de jeûner. Mais en fait, il faut préserver le corps. Donc, on a inventé ce régime œuf qui consiste à manger des blancs d'œufs, des yaourts, des bouillons de légumes, qui est un régime difficile, mais qui permet à ceux qui veulent vraiment débuter vite de perdre 3-4 kilos la première semaine. Mais après, j'ai expliqué qu'on ne sort pas de ce régime comme ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a imposé une restriction importante à un corps, il va falloir passer par des paliers successifs pour remonter l'alimentation à un niveau suffisant. Et puis après, j'explique aussi sur la stabilisation, j'explique que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, malheureusement. Ça veut dire que quand on a perdu du poids, se stabiliser, ça veut dire changer de comportement alimentaire. Donc, je plaisante toujours avec les gens quand ils me posent la question, bon alors, je vais me stabiliser. Je leur dis, combien de temps ça va durer la stabilisation? La réponse elle est simple, une vie. Voilà, vous en avez pris, vous avez pris du contrôle diététique jusqu'à la fin de vos jours. Si vous ne faites pas ça, de toute façon, vous reprendrez votre poids. Donc voilà, maintenant moi je mens pas aux gens, ça fait plus de 30 ans que je fais ce boulot, j'ai pris l'habitude d'être sincère. Je ne peux pas dire à quelqu'un tout est fini, sauf quelqu'un qui a pris 6 kilos parce que je ne sais pas quoi, elle est partie travailler aux États-Unis et encore. Parce que quand on grossit pas simplement en faisant grossir ses cellules de graisse, ça aussi je l'ai expliqué dans le bouquin. Il y a un mécanisme qui est très compliqué qui s'appelle l'hyperplasie du tissu adipeux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cellules dédifférenciées qui peuvent se différencier en cellules de graisse au moment d'un amaigrissement ou d'une prise de poids. Donc, ça rend les amaigrissements plus difficiles et les prises de poids plus faciles. Parce que le stock de cellules graisseuses, si mes connaissances, si je me rappelle un petit peu, le stock de cellules graisseuses, il est prédéfini à la naissance.
C'est-à-dire Non, que moi, et non, justement, j'avais cette non. notion. Et non, justement, ça, tu n'as pas lu les articles que j'ai écrits. Alors, on a été deux, un Suédois qui s'appelle Björn Tropp et moi, à montrer qu'après une grossesse, par exemple, quand on faisait des biopsies du tissu adipeux, on n'avait pas la même composition du tissu adipeux. C'est-à-dire qu'on avait des grandes et des petites cellules, alors qu'avant, on avait des cellules de taille grande ou petite, mais ou l'un Oui, ou l'autre. oui, Et en oui. fait, c'est ça le truc dingue. Ça veut dire qu'on a des fibroblastes qui se différencient par la suite en adipoblastes, puis en adipocytes. C'est-à-dire une génération de cellules qui arrivent qui n'étaient pas prédéfinies à la naissance. Et c'est ça, toute la complexité des régimes, elle vient de ça. C'est-à-dire que quand on dit toujours qu'il faut de la volonté pour maigrir, etc., il n'y a que les maigres qui disent ça. C'est pas de la volonté pour maigrir. Il y a quand même des conditions métaboliques pour maigrir. Mais le stock de tissu, le stock de cellules adipeuses n'est pas défini dès la naissance. On a un stock de cellules en réserve qui peuvent devenir des adipocytes. Ça le fera notamment au moment de la puberté, au moment de tous les événements hormonaux, mais ça le fait également en cas de régime répétitif. Mais donc du coup, parce que moi j'avais la notion, je précisais souvent, je disais que quand on fait par exemple une liposuction, on va aspirer des cellules graisseuses, Oui, on va diminuer ce stock de cellules graisseuses, oui. et qui, si on garde une bonne hygiène de vie, si on ne reprend pas de poids, on va pas reprendre on va pas recharger ces cellules graisseuses, sauf si bien sûr, si on reprend du poids, les cellules de voisinage vont se gorger en graisse et vont remplir un petit peu, vont occuper l'espace qui a été vidé. Non, mais quand tu fais une liposuction, tu enlèves des cellules tout court et tu enlèves de la graisse tout court. Donc, ça ne change rien. Par contre, le pronostic, si tu t'amuses à faire une anapathe du tissu adipeux que tu as enlevé, tu verras que selon la personne, de temps en temps, tu auras des cellules uniformes et de temps en temps, tu auras un patchwork de cellules. Mais pour ton problème à toi de liposuction, ça ne change rien. C'est pour nous que ça change. Mais pour ton problème, ça ne change rien. Parce que qu'elle soit petite ou grosse, de toute façon, à un moment donné, si la personne ne rentre pas dans un protocole d'alimentation normé, je veux dire qu'elle soit petite ou grosse, la cellule elle va se recharger en graisse. Donc toi, ton boulot, c'est d'enlever le tissu. Une fois que tu as enlevé le tissu, tu as réglé le problème de la personne. Derrière, à cette personne de faire attention. Si cette personne, sous prétexte que tu as enlevé le tissu, elle redémarre sur un cycle alimentaire qui est relativement chargé, bah, les cellules, elles sont prêtes à recevoir les triglycérides. On ne peut pas éliminer la graisse par les urines ou par la respiration. On élimine la graisse par la dépense d'énergie. Donc, une fois que tu as mangé trop, bah, tu stockes l'excédent et tu le stockeras dans les cellules, qu'elles soient petites ou grosses. Donc, ça ne changera rien. Donc, la liposuction n'est définitive que si, soit chez quelqu'un qui n'avait pas de problème d'alimentation et il y a une répartition qui n'est pas harmonieuse de la graisse, typique des culottes de cheval en violon, quoi. Soit parce que c'est quelqu'un qui a pris du poids à un moment donné, toi tu vas enlever les cellules et le problème sera réglé. Mais il ne sera pas réglé définitivement. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'insiste toujours à ce que l'hygiène de vie et que le poids soit stable, parce que sinon tout ce qu'on aura fait, malheureusement, ça ne sera pas efficace sur Oui. le long terme. Et on sera obligé de… Et après, souvent ce que je dis aux patients, et ce qui est important aussi à préciser, c'est que la liposuction, ça va aller aspirer un petit peu la graisse profonde. Mais quand on fait une liposuction, deux liposuctions, on va se retrouver avec souvent des creux, des vagues, des irrégularités, parce que la liposuction, ça va traiter la graisse, mais ça va quand même avoir un effet néfaste sur la peau. Ce n'est pas un traitement de la peau. Donc plus on va vouloir vider une zone, et plus on va se retrouver avec ces vagues, avec ces creux, avec ces irrégularités, et qui font que, après, malheureusement, esthétiquement, c'est pas très joli. Donc c'est pour ça que les conditions optimales, c'est le poids idéal, c'est des graisses qui sont localisées et pas une adiposité diffuse. Et c'est pour ça que je dis toujours aux patients, je leur dis, quand on voit un patient en consultation pour une liposuction, 2 patients sur 3, je leur dis non, parce qu'ils sont en surpoids et ils pensent que la liposuction, ça va traiter leur surpoids et ça va traiter leur peau. Et en fait, au final, pas du tout. C'est premièrement maigrir, deuxièmement, on peut intervenir pour traiter ces graisses localisées, mais derrière, il faut continuer à avoir une bonne hygiène de vie, il faut continuer à bien manger, à bien bouger et à pas faire n'importe quoi sur son alimentation. Alors moi, je suis plus cool que toi. Ça veut dire, je pense que de temps en temps, la liposuction, quand ça fait du bien au psychisme, tu sais, on me pose souvent la question de les gens. Alors, il y a un truc qui revient régulièrement, c'est à quel poids je dois m'arrêter.
Il n'y a pas de poids auquel on s'arrête. On s'arrête quand on se sent joli, beau, belle. Voilà, c'est ça le poids idéal. Il n'y a pas de poids idéal. Il y a Il y a des les gros qui standards se sentent beaux. oui, oui, mais bien sûr, je veux dire, pour moi, c'est une hérésie. Dans le livre, j'ai parlé, dans le nouveau livre, j'ai cité Platon, mais c'est, si tu veux, c'est comme un échange dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire, quand tu te sens pas beau, tu projettes vers l'autre le fait que tu n'es pas beau, qui te renvoie lui-même l'image de que tu n'es pas beau. Mais en fait, quand tu te sens beau, tu irradies et tu te sens bien dans ton corps. Donc, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que la liposuction, de temps en temps, si tu te comportes comme un ayatollah, tu vas la refuser pour des raisons médico-chirurgico-psychologiques, mais pas forcément. Parce que de temps en temps, elle peut faire du bien à quelqu'un simplement parce que cette personne, elle va se sentir mieux dans sa peau. Et ça, c'est ce que j'ai observé 1000 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté les critères du chirurgien, plastique. Bon, tu es exigeant, tu veux que ça soit joli, etc. Mais il y a aussi les critères de la patiente ou du patient. Et ceux-là, je les prends en compte, moi. Donc, de temps en temps, il ne faut pas faire une liposuction, mais on va la faire parce que la personne va se sentir mieux dans sa peau. Oui, mais après, toujours avec le risque que si on n'opère pas dans les meilleures conditions, le résultat, il ne va pas être optimal, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Tu peux conseiller à une personne de faire ça, mais à un moment donné, je veux dire, moi, je ne suis pas chirurgien, donc je ne défends pas ma paroisse. J'évalue plutôt les conditions dans lesquelles il y a une demande et comment je peux la satisfaire. Et le corps, c'est une représentation. Le corps, il n'a pas de réalité. Le corps, c'est une représentation pour soi-même et pour celui qui te regarde. Mais le corps, il n'a pas de réalité. Hein. Tous les corps sont beaux. Donc, c'est l'appréciation qu'on va en faire qui peut changer. Donc, c'est très important pour moi. C'est la même chose que quand tu opères les oreilles, le nez, les seins, quoi. Et toi, dans ton expérience, à partir de quel moment tu te dis, bah tiens, je vais orienter cette patiente vers la chirurgie plastique? Non, il faut qu'il y ait une demande de sa part. Alors, il y a une demande qui est certaine, c'est l'abdominoplastie. C'est à un moment donné, soit parce qu'elle est vraiment thérapeutique, quand un tablier descend jusqu'à mi-cuisse, c'est thérapeutique, c'est un problème de centre de gravité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une prise en charge. Oui, c'est un problème de centre de gravité. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, j'ai fait opérer, peut-être que tu l'as eu dans le service, je crois qu'il a été opéré dans votre service, c'était chez Mimoun, hein. J'ai fait opérer Guy Carlier. Oui, tout à fait. Ouais. Guy a perdu 160 kilos. À un moment donné, le tablier arrive jusqu'au genou. Son centre de gravité est déplacé. Donc, ça veut dire que je gêne sa marche, je lui pose un problème pour l'équilibre, etc. À un moment donné, chez ces grands obèses, il y a 30 ans de ça, avant qu'on soit bien dans les abdominoplasties, on faisait porter des corsets et comme une espèce de… un souteneur, c'était un releveur, c'est-à-dire que je lui mettais des bretelles dans les épaules et je mettais la graisse dans une espèce de sac et je reprenais le centre de gravité. Mais aujourd'hui, maintenant, avec l'abdominoplastie, on peut réussir. Ça, c'est une indication, elle dépend de moi. C'est-à-dire, je dis, il faut faire une abdominoplastie. Après, l'autre indication, c'est ce que tu dis et ce que je dis, c'est quand la personne est mal à l'aise. Ça veut dire une femme qui soigne son esthétique, qui va à la plage et quand le ventre déborde, elle est malheureuse. Donc, il faut l'opérer. Donc, je suis d'accord. Mais ça, c'est une opération simple pour moi. La liposuction, après, tu as les contraintes que tu donnes, les contraintes que je donne et la volonté de la personne. Et c'est en fonction de ça qu'on arbitre. Voilà. Mais la chirurgie esthétique, aujourd'hui, oui, ça fait partie des critères de l'évolution de tous les individus, ne serait-ce que par Instagram, qui est devenu le miroir des gens. C'est plus le miroir, c'est Instagram qui est le miroir des gens. Par rapport aux fruits et aux légumes, parce que ouais. Bon, on entend pas mal de choses. Les fruits, c'est très sucré, il faut éviter de les consommer. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, par rapport aux gens qui… Il y a un chiffre. Alors, les fibres, c'est le contenant principal. Enfin, les fruits et légumes, ça amène quoi? Ça amène des fibres, des vitamines et des minéraux. Donc, la première chose, c'est que c'est important d'avoir une ration de fibres entre 20 et 25 grammes par jour. C'est ce qu'on n'a pas en France. Quand ils ont fait la promotion des 5 fruits et légumes par jour, donc je connais bien le PNNS, hein, puisque j'y ai participé en, je ne sais plus combien, là, 2006, je crois. L'idée, c'était de faire manger aux gens 400 grammes de fruits et légumes par jour en les variant le plus possible. On n'a jamais dit 5 fruits et légumes. On a dit l'idéal, c'est de 3 à 5, mais on n'a jamais dit 5 fruits et légumes. Ça, c'est la filière agricole qui a développé cette thématique. Donc, c'est important d'avoir des fibres. Un, c'est rassasiant.
2, ça nourrit le microbiote, et on sait comme c'est important, et peut-être que c'est très important dans le cadre de l'obésité. Et troisièmement, ça peut être agréable à consommer. Pour les fruits, oui, on est obligé de maintenir une limitation parce qu'un légume, ça contient entre 2 et 4 grammes, allez, la moyenne de sucre pour 100 grammes. Un fruit, ça contient entre 9 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors, bien sûr, ce n'est pas le même sucre que les bonbons ou les gâteaux, mais c'est quand même un produit sucré. Donc, dans les régimes, en général, je limite à 2 ou 3 maximum par jour. C'est-à-dire, j'arrive à une ration de 300 à 350 grammes par jour. Je ne mets pas des fruits à volonté. Par exemple, le truc le plus débile qui a été, ça a été les régimes raisins. Mais complètement débile. C'est-à-dire que la personne, elle se tapait 1,5 kg de raisins par jour. Quand elle avait pris 1,5 kg de raisins par jour, elle avait pris à peu près 270 grammes de sucre dans la journée. Alors que la ration normale, c'est 50 à 60 grammes. 270 grammes de sucre. Non seulement c'était dangereux pour la santé, mais en plus, il y avait zéro résultat en termes d'amaigrissement. Ça représentait 1000-1100 calories, tout à fait déséquilibré. Donc, voilà. Mais les fruits, dans les régimes, c'est 2 à 3 maximum par jour. On doit t'en parler souvent, mais moi, j'ai souvent des patients qui me parlent du petit chocolat le soir. Alors moi j'ai 36 ans maintenant. Je commence à développer un petit peu cette appétence-là. Je me rends compte que ce petit chocolat, il m'appelle, il me guette. Alors des fois, j'arrive à le combattre. Je me dis, je vais boire un peu d'eau. J'essaye de penser à autre chose, mais c'est vrai que non, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut manger ton chocolat. Ouais, mais le problème… Non, mais d'abord, le chocolat, c'est… Alors, je vais te donner des équivalences. L'emmental, c'est 400 calories pour 100 grammes. Le chocolat, c'est à peu près 500. Donc, il n'y a pas… Les gens, ils ne culpabilisent pas à manger du fromage, mais ils culpabilisent à manger du chocolat. Deuxièmement, il n'y a rien de pire que vivre dans la restriction d'un aliment. Ça veut dire que plus tu vas le désirer et ne pas le prendre, plus tu vas amplifier ta consommation. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de le doser. Alors, le truc… Alors, il y a deux choses qu'on fait, nous, enfin, sur Savoir Maigrir, on fait ça. Un, on demande aux gens d'acheter des chocolats calibrés. Ça veut dire, par exemple, je crois que c'est Côte d'Or, ou je ne sais pas lequel, il fait des mini chocolats. C'est-à-dire, chaque chocolat fait 10 grammes, donc ça représente à peu près 50 calories. C'est pas ça qui va bouleverser l'équilibre dans le régime. Par contre, le fait d'avoir pris ton petit chocolat le soir, tu vas être content. La deuxième chose, c'est qu'on avait trouvé à un moment donné des tisanes chocolat, des tisanes goût chocolat. C'était pas mal aussi, ça marchait. Mais rentrer dans une frustration alimentaire systématique, un peu comme les gens qui décident d'arrêter les féculents, etc., c'est amplifier le désir d'en consommer par la suite. Ça a été un des problèmes des régimes tout protéines. C'est-à-dire que les gens mangeaient que des protéines, mais au fond, quand ils arrêtaient le régime, ils faisaient des rêves à partir de l'ananas. C'est-à-dire ils rêvaient d'ananas. Donc, ce qui est complètement absurde. Donc voilà pourquoi, non, il ne faut pas de restriction. Dans un régime, on peut tout mettre. Ça m'amuse toujours, ça je le fais systématiquement dans les régimes, quand je mets des trucs interdits. Tu vois, par exemple, le cheeseburger. Il a mis un cheeseburger dans le régime. Bah ouais, un cheeseburger, si je l'ai acheté chez McDo, il fait 320 calories. Si je l'achète chez le marchand du Coin, il en fait 580. Mais bon, je peux le mettre dans un régime. Les pâtes, je peux les mettre dans un régime. La pizza, c'est plus compliqué, mais je peux mettre une part de pizza. Je peux mettre aussi des sushis, je peux mettre plein de choses. Je peux mettre du chocolat dans un régime. J'avais fait il y a longtemps de ça un régime tout chocolat. C'est-à-dire j'en mettais le matin, le midi et le soir. Pourquoi? Parce que le chocolat, c'est de la graisse et du sucre. Donc, il suffisait que je jongle avec l'huile ou le beurre que je mets dans les régimes pour arriver à ajuster et mettre du chocolat. Donc, il n'y a aucun aliment interdit. Quand il y a des interdits dans un régime, c'est foutu. Ça veut dire c'est foutu soit à court terme, soit à long terme. Et j'ai vu pas mal de fois sur tes stories, tu postais des plats préparés. Il y a beaucoup de gens maintenant, bon, ils rentrent chez eux le soir, ils n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Tout ce qui est Thermomix, Cookéo, robot un petit peu pour gagner du temps. Et ces fameux plats préparés, est-ce qu'ils ne sont pas vraiment très riches en sel et avec cet effet qu'on risque vraiment au contraire de… Alors, ça dépend vraiment des plats. Ça veut dire que tout ce qui a été vendu en surgelé ou ce qu'on appelle en conservable, c'est-à-dire c'est de l'apertisé mais sur des délais très longs, c'est moyen parce que pour conserver ce type de plat, forcément, on est obligé de rajouter du sucre, de la graisse, du sel, etc. Par contre, aujourd'hui, se sont développés des tas de sociétés qui vendent des plats sous vide ou faiblement apertisés, c'est-à-dire sur des délais avec des dates limites de consommation qui vont entre 7 jours et 30 jours. Et là, c'est un petit peu mieux. Donc, on y arrive. Alors, ce n'est pas une mode. C'est-à-dire, je pense que c'est une évolution de la façon de manger des gens. Voilà, donc, c'est vrai que ça peut être une solution pour plein de gens. Simplement,
ils ont ajusté les plats. Aujourd'hui, si vous êtes attentif, si vous regardez par exemple les plats surgelés tout près, ils font tous entre 120 et 150 calories pour 100 grammes et la différence, elle se fait sur le poids du plat. C'est-à-dire si ça fait 300 grammes ou 450 grammes. Donc, ils les ont ajustés. Mais je pense que c'est une solution. On ne maigrit bien que si on apprend à cuisiner. Hein. C'est clair qu'à un moment donné, il faut apprendre à maîtriser les aliments. Ça fait partie de ma stratégie de régime. C'est-à-dire qu'il faut rééduquer les gens. Il faut les accompagner, mais il faut les rééduquer. C'est-à-dire qu'il faut leur apprendre des choses. Et les plats préparés, ils n'apprennent pas grand-chose. Hein. Il y a une question, une patiente qui demande est-ce que la peau des bras, on peut la retendre? Alors, juste, je me permets C'est de pour répondre. toi, ça. Ouais, je me permets juste de lui répondre. Alors oui, effectivement, dès qu'il y a un excédent de peau, que ce soit au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau des seins, au niveau des bras, on peut les retendre. Après, toujours la même chose, liposuction ou plastie, ça dépend s'il y a un relâchement de peau ou pas. Maintenant, la seule chose, c'est qu'au niveau des bras, souvent ce qui se passe, c'est que la cicatrice, même quand on la fait la plus fine possible, elle a tendance à s'élargir et c'est vraiment une zone qui cicatrise le moins bien du corps. Donc c'est pour ça que je suis très réticent sur les plasties brachiales. Néanmoins, bien sûr, quand il y a un D'accord. gros excédent de peau et quand la patiente est vraiment D'accord. très gênée, qu'elle se sent vraiment mal dans sa peau, bien évidemment qu'on va l'opérer. Mais encore une fois, prudence, il ne faut pas, surtout pas le faire à chaque fois parce que une Bravo. fois que c'est fait, la cicatrice, il n'y a pas de gomme magique qui permet d'éliminer Bravo. la cicatrice. Et donc, voilà, c'est vraiment le message, c'est prudence et toujours à discuter au cas par cas et pas vraiment se sentir obligé de le faire. Il y Bravo, c'est a, très sérieux. C'est très sérieux de ta part parce que j'ai souvent vu des femmes être opérées et en fait, remplacer la graisse par une balafre, c'est pas forcément élégant. Donc, et surtout que pour les plasties brachiales, ce qui est très embêtant, c'est que l'été, en période estivale, quand ils veulent mettre des chemisiers, des débardeurs, des choses, la cicatrice, elle fait tout le long du bras. On ne peut pas la cacher. On ne peut pas la cacher. Même si vous la maquillez, vous faites quoi que ce soit, on ne peut pas la cacher. Donc même si elle est faite dans les mains d'experts, quoi qu'il arrive, il y a toujours dans la cicatrisation, il y a une composante intrinsèque qui fait que chacun va cicatriser en fonction de son patrimoine. Et il y a certains patients qui vont bien cicatriser, d'autres moins bien. Mais au niveau des bras, en général, les gens cicatrisent tous un peu de la même manière. Et même que ce soit avec la radiofréquence, avec le laser, avec tout ce que vous voulez, les cicatrices sont difficilement améliorables au niveau des bras. On posait la question, est-ce que c'est bien de sauter des repas? euh, non, alors la réponse que je fais en général, c'est si vous les sautez par accident, parce que voilà, accidentellement, vous avez envie de sauter un repas, ça n'a aucune espèce d'importance. Si c'est pour maigrir, ce n'est pas une bonne chose. Tout ce qui n'est pas mangé avant sera récupéré par la suite, il y aura une recompensation, et là, on est moins capable de doser les choses. En ce qui concerne la peau du ventre, je le répète, hein, on opère vraiment en dehors des soucis esthétiques que si on a un tablier. En ce qui me concerne, moi, je fais prendre en charge par la sécurité sociale quand ça dépasse la mi-cuisse. Après, c'est une affaire d'esthétique, c'est Jonathan qui voit. Alors oui, alors je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que des fois on n'a pas forcément le tablier, mais on a aussi cette ptose du pubis, on a le pubis qui tombe un petit peu, du fait du relâchement un petit peu de la peau. Et la plastie abdominale, même si on n'a pas ce tablier, on arrive à remonter, à lifter un peu le pubis, on redonne un petit peu une seconde jeunesse à ce pubis, et c'est vrai que c'est quand même assez joli d'avoir un ventre plus plat. Donc oui, quand il y a le tablier, c'est une indication indéniable. Mais après, les patientes qui ont quand même un excédent de peau, pas forcément qui recouvrent le pubis, à discuter au cas par cas, parce que maintenant on arrive avec des techniques, on arrive à mettre la cicatrice vraiment cachée sous la culotte, et on arrive vraiment à avoir des résultats assez bluffants, et combiné avec une liposuction, on arrive aussi à sculpter un peu la silhouette, toujours au cas par cas, mais voilà, c'est à discuter. Il y a une patiente qui pose une question, d'ailleurs ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai eu du mal à savoir quel est le poids auquel je devais m'arrêter, mais avec le temps, je me sens bien à 60 kg pour 1,59 m. Voilà la réponse. Après Voilà la 56, réponse. après 56 kg de perte, j'ai eu du mal à m'arrêter de maigrir. Ouais. Alors, quand on a perdu, moi j'ai déjà eu des grandes pertes de poids.
ces grandes pertes de poids, c'est très difficile de freiner les gens parce qu'ils ont tellement peur de reprendre du poids qu'en fait, ils se contentent de rester au régime la plupart du temps, ce qui est une erreur parce qu'en fait, le poids, il faut accepter après que le poids varie de temps en temps à plus ou moins de kilos. Des fois, ça sera plus de kilos, des fois, ça sera moins de kilos. Mais le poids idéal, je le répète, c'est ce qu'elle vient de dire parce que pour 1m60, le poids, il peut aller de 48 kilos à 59 kilos. Hein. Donc, la fourchette est très large. Mais entre ces 48 et ces 69, il y a un moment où vous vous sentez particulièrement bien. C'est le moment où il faut être à ce poids-là. Voilà. Donc, vous avez décidé d'arrêter à 60 kilos pour 1m59. Géniale décision. Vous êtes heureuse, bien dans votre peau. Voilà, on a tout gagné. Et une patiente qui demande, est-ce que tu privilégies un moment dans la journée pour se peser? Alors oui, en général, on se pèse le matin à jeun après avoir uriné. C'est là où on a la possibilité d'avoir le poids le plus exact. Mais encore une fois, méfiez-vous de la balance. La balance, elle est l'indicateur de l'évolution de trois masses. La masse grasse, la masse maigre et l'eau qui circule dans le corps. Un rein filtre environ 24 litres d'eau par jour. Donc ça veut dire que les pourcentages d'erreur sont extrêmement forts. Et de temps en temps, on a des gens dont le poids ne baisse pas, mais dont la silhouette change. Et en fait, maintenant, grâce aux impédances-métrie, on arrive à voir qu'il y a une perte de masse grasse, mais qu'il y a une remontée de la flotte ou une remontée des muscles quand ils sont une activité physique. Le muscle étant d'ailleurs essentiellement composé d'eau. Hein. Quand on lit masse musculaire sur un impédance-mètre, c'est aux trois quarts de l'eau. Et pourquoi? Parce que le muscle se distend, il y a l'eau qui rentre à l'intérieur. Mais donc, les balances sont un indicateur parmi d'autres, mais les mesures de taille sont excellentes. On va rester encore 5 minutes, Jonathan. Ouais, pas de problème. Juste, ouais, pas de souci. Je réponds juste à une question d'une patiente qui demande est-ce qu'on peut opérer un ventre de quelqu'un qui a subi une hystérectomie avec une cicatrice verticale, donc du nombril au pubis? La réponse est oui. Juste, en fait, on va pouvoir remplacer cette cicatrice par une cicatrice horizontale qui va être cachée au niveau de la culotte et on verra tout de suite beaucoup moins cette cicatrice entre le nombril et le pubis. Donc la réponse est oui. Il y a juste une question sur comment maigrir après 55 ans et la ménopause. Ça ne change rien du tout. C'est une question qui revient souvent. J'ai fait un papier dans le Parisien pour ça. Ça ne change rien du tout. La ménopause, c'est une diminution de la sécrétion des hormones. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de la masse musculaire. C'est juste un ajustement de régime. Ça veut dire qu'il faut essayer par rapport à un régime qu'on aurait donné à quelqu'un de pas ménopausé, il faut enlever entre 5 et 10% de la valeur calorique qu'on avait décidé de faire. Ça ne change absolument rien. Par contre, ces femmes-là ont intérêt à augmenter leur masse musculaire. C'est-à-dire que c'est pour ça que toutes les femmes qui, après 60 ans, ont une silhouette extrêmement mince, ce sont des gens en général qui pratiquent une activité physique, c'est clair. D'ailleurs, voilà la question qui suit, la dernière question. Est-ce que tout régime doit absolument être associé à une activité physique? Moi, j'encourage systématiquement les patients, ne serait-ce que pour le mental. Et j'ai eu l'occasion de voir que toi, tu vas à peu près 3 fois par semaine, si je ne me trompe pas, ou 4 fois par semaine à la salle. Je ne sais pas comment tu arrives à trouver le temps, mais bravo. Je vois même que tu arrives à aller récupérer tes petits-enfants à l'école. Bravo, c'est excellent. Mais toi, quand tu prescris un régime à un patient, est-ce que systématiquement tu l'associes à une activité physique ou pas? Non, non, non. Non, non, parce qu'on a fait déraper l'activité physique. Pour moi, l'activité physique, c'est des choses aussi simples que marcher, faire le ménage, jardiner, aller faire ses courses, etc. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas sportif de devenir sportif du jour au lendemain. Donc, l'activité physique, elle a deux intérêts. Un, c'est un stimulus. Il y a une expérience qui a montré que activité physique plus régime donnait un meilleur résultat que activité physique tout court ou régime tout court. Donc, c'est un stimulant. Deuxièmement, elle permet effectivement d'accélérer légèrement les amaigrissements, mais le point le plus intéressant, c'est que ça permet de faciliter les stabilisations. Donc, c'est intéressant, mais quand je donne un régime, les premiers temps, je reste focus sur le régime et la façon de le suivre, et ensuite, je vais y aller tout doucement, je vais demander aux gens de réintroduire l'activité physique. Et juste, voilà. Juste, je me permets une dernière question. Est-ce que tu as des patients pour lesquels, avec le régime que tu prescris, tu n'arrives pas à les faire maigrir? Parce que moi, j'ai des patients qui me disent, écoutez, docteur, je mange rien, je grignote pas, j'arrive pas à perdre un gramme. Qu'est-ce que tu fais face à ces patients-là? Ça m'arrive effectivement. Alors, il y a deux choses. Soit on est arrivé au poids d'équilibre en réalité. On est à un poids d'équilibre par rapport à la restriction alimentaire qu'on peut faire. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus fréquente, c'est la plupart d'entre nous sont incapables d'évaluer leur prise alimentaire. Même moi, avec ce que je connais, je ne suis pas toujours capable d'évaluer ma prise alimentaire. Il n'est pas rare quand, par exemple, je fais maigrir quelqu'un et que le résultat n'est pas au rendez-vous, je fais tenir un carnet alimentaire
des fois j'obtiens un résultat. Et pire que ça, à un moment donné, j'hospitalisais à la clinique quand je dirigeais le service de troubles du comportement alimentaire. Et à ce moment-là, les mêmes personnes qui ne maigrissaient pas, quand elles suivaient régulièrement et rigoureusement le régime que je leur prescrivais à la clinique, eh ben, elles maigrissaient. Donc après, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des erreurs d'appréciation. C'est-à-dire, si je donne un mauvais régime, oui, effectivement, si je me suis planté, il ne va rien se passer. Mais je m'en rends compte. Mais très souvent, c'est ça. Soit on est à un poids d'équilibre, soit on mésestime sa prise alimentaire. Et c'est Voilà. quoi les autres alternatives du coup? Quelles sont les autres alternatives du coup? Ah ben, il n'y a pas d'autre alternative. Si tu mésestimes ta prise alimentaire, c'est que tu n'as pas conscience de ta prise alimentaire. Donc là, ça passe par le comportementalisme. Donc j'ai des correspondants pour faire du comportementalisme. Et quand c'est qu'on est arrivé au poids d'équilibre, ça veut dire que c'est à moi de motiver la personne, de lui expliquer. Jonathan, je vais devoir arrêter parce que moi, je vais devoir prendre mon live sur mon réseau. Aucun sur problème. Instagram. C'était super bien. Merci infiniment. Merci pour ce live. Et puis, on essaiera bien sûr de répondre aux questions pour lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Peut-être je me permettrai de les envoyer, comme ça on verra ensemble Avec plaisir. pour la réponse. Et ben, Avec je te dis plaisir. à très bientôt. Merci encore.